Nous sommes en direct. Merci Jocelyn pour la chanson. Le contenu potable également. La forme. Même Dieudonné, Moucha Galoussa, a failli exhiber un pas de danse. Dieudonné, bonjour. Ah, bonjour Fabien. Tirouza. Oui, oui. Voilà. Et curieusement, ce matin, je suis à Walungu, Cabaret, Walungu, Cabaret, Ouvira, partout là. Je n'ai pas compris la coïncidence. Ce matin, j'ai Tirouza, Moucha Galoussa, j'ai Mouchizi Mougaga. J'ai découvert un autre nom là qui va venir. Quelle coïncidence. Bon, il faut signaler, moi-même je n'arrive pas à comprendre. On dit bonjour dans les matchs. Comment on dit bonjour? Asingé. Asingi. Asingé. Asingi. Pour dire oui, ça va. Et bonjour, comment ça va? Oui, Mianzi Michi. Mianzi Michi. Exact. Ouais, Mianzi Michi. Mais quand quelqu'un dit... J'ai déjà suivi une maman dans l'enfance qui priait en une langue là, de ma communauté. Lessa, c'est le Lubakat, Lessa. 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 Ah, okay. Lessa, c'est pour dire Dieu. Nakuyingira, nakuta kambira, ça signifie quoi là? Nakuyingira, nakuta kambira. En tout cas, ça, ce n'est pas machi. C'est pas machi. Ça, oui, ça doit être Kifulero. Oui, oui, ça doit être Kifulero, ça. Ça, ce n'est pas machi. Kifulero, ou Kiwunde. Oui. Nakuyingira, nakuta kambira. Oui, oui, ça doit être Kifulero. Elle était en train de prier. Ah, oui. Nakuyingira, nakuta kambira. Alors, depuis mon jeune âge, j'étais encore au CO. J'ai retenu ça parce que je la suivais souvent prier. Et elle s'appelait Dorothea Mawazo. Ah oui. Dorothea Mawazo. C'était missionnaire. Ah oui. Dorothée Mawazo. Dorothée, ce sont souvent les noms qui étaient attribués aux femmes qui priaient beaucoup en s'inspirant de la Bible et tout ça. Donc c'est surtout dans les milieux protestants à l'époque. Oui, les milieux de protestants de la 8e. La 8e, c'est avec pas Giza Tchabousikou, Rita Tchabousikou. Là, c'était sa compagne dans l'œuvre du Seigneur. Alors, je reprends la salutation en machi et puis rappelez-moi encore. Asingé. Asingé. J'ai répondu non. Pour dire ça va très bien. Oui, Minja. Minja. Ah, mais le match est très facile. Hein? Très Minja. facile. Oui, oui. Asingé, Mizamichi. Minja. Minja. Je vais apprendre le match. Tout à fait. Je dois apprendre le match. Parce que Kabare Walungu m'attendent pour une visite. Vous serez les bienvenus, un milieu très hospitalier, d'ailleurs, comme l'ensemble du territoire, comme l'ensemble de la Manger la banane plantain. Il y a les bio naturels. Et c'est vraiment bio. Tout à fait. Tirouza, vous êtes coordonnateur du panel d'experts de la société civile. Vous faites un plaidoyer et vous avez même rédigé une correspondance adressée à qui? Nous avons d'abord fait un mémorandum qu'on a adressé au président de la République dans le cadre du consortium des organisations de défense des droits de l'homme EVRA en RDC, qui est composé d'une douzaine d'organisations, mais également les panels des experts comme structure à part. On vient de produire un communiqué également sur la justice, surtout ces cas qui défraient la chronique dans notre pays. Mais vous étiez un homme, vous aviez pour créneau les élections, où vous avez un peu plus de... vous avez beaucoup de facilité, beaucoup de maîtrise. Mais comment Dieu donner, bon, en même temps, les élections, il est maintenant, on dirait un autre Kapiamba, Georges Kapiamba. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il faut considérer, c'est vrai... Quel est le secret dans ce plaidoyer? Le secret, c'est simple. Je suis dans la société civile depuis 20 ans, 22 ans si je ne m'abuse pas, et j'ai commencé plus dans les droits de l'homme, où nous avons créé une grande organisation qui a un statut consultatif, qui a le statut consultatif auprès de la Commission économique et sociale des Nations Unies aujourd'hui, qui est une organisation de haute valeur, l'ECOGESKI, dont je suis le cofondateur. Et donc, sur base de ces prédispositions-là, au niveau de notre structure, le panel, il y a toutes les branches possibles. Ce n'est pas pour rien que nous avons des experts dans les thématiques d'électoral, droits de l'homme,
et autres. Raison pour laquelle, à côté de la thématique électorale, il y a effectivement le travail permanent, d'ailleurs, de tous les jours de la société civile, qui est le champ le plus vaste, qui considère la dignité humaine, qui met l'homme au centre de tout, et spécialement cette question des droits de l'homme, étant donné qu'elle est aussi transversale comme la question électorale. Donc on a de temps en temps l'occasion de pouvoir faire les plaidoyers avec tous les autres collègues qui sont dans ce domaine. Et comme vous le savez, pour le moment, je pense avec modestie, je peux le dire que nous sommes quand même parmi les grandes organisations aujourd'hui qui s'intéressent à la question des droits de l'homme dans notre pays, étant donné qu'il y a certains des collègues qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne sont plus actifs. Et nous ne pouvons pas laisser les champs libres, nous ne pouvons pas laisser que les droits de l'homme puissent continuer à être violés, nous ne pouvons pas permettre à ceux qu'on ne respecte pas ça, raison pour laquelle nous avons décidé... Donc c'est vous l'actuel l'instrument de... Voilà. Bon, oui, s'il faut parler d'instruments pour la dignité humaine, nous assumons ça avec fierté. Et nous sommes très ravis de le faire. Alors, votre plaidoyer, celui que vous faites dans ce jour, c'est lequel? Bon, le plaidoyer, c'est que vous savez, je l'ai toujours dit, le président de la République ayant parlé et a fait l'état des droits son cheval de bataille, nous avons voulu saisir cette occasion pour pouvoir rappeler de temps en temps, pour pouvoir communiquer, mais pour pouvoir faire le plaidoyer sur un certain nombre de cas qui peuvent constituer un dérapage ou qui peuvent jeter une tache d'huile sur la justice congolaise, mais surtout qui peuvent ternir l'image de notre pays et faire rentrer la RDC dans des pays d'anciens au lieu de les hisser dans des pays modernes. Et le cas présent actuellement, c'est le cas de Salomo Idikalonda. Vous savez quand est-ce qu'il avait été arrêté sur le tarmac de l'aéroport d'Ndjili. Maintenant, il est détenu ou il est entre la justice militaire et la prison d'Ndolo. Son état de santé se détériore de plus en plus. Et face à un Congolais qui est en danger, comme je venais de le dire, la société civile a toujours été du côté des opprimés, du côté de ceux qui sont en difficulté, peu importe la tendance, en le prenant comme une vie humaine, du reste qui est sacrée et à l'image de Dieu. Donc la santé de ses compatriotes est en train de se détériorer de plus en plus, et ça a été prouvé à 3 niveaux. À un moment donné, il a été amené à l'hôpital, non? Oui, effectivement, c'est par là que je veux citer. Donc c'est ça le troisième palier. Le premier, c'était d'abord les médecins de l'unité hospitalière d'Ndolo qui ont fait un bilan qui était négatif vis-à-vis de sa santé. Le ministère public a requis les contre-expertises de plus de 19 médecins, Fabien, qui sont venus de Mama-Yemo, des cliniques universitaires et ont confirmé les bilans effectués avant. Et maintenant, comme vous venez de le dire, le médecin traitant qui les prend en charge pour le moment vient de faire un dernier rapport qui prouve à suffisance qu'il y a un risque qu'il puisse faire un accident vasculaire cérébral. Raison pour laquelle nous avons demandé... Vous avez lu ce rapport médical? Oui, bien sûr, il y a eu l'audience publique, c'est connu, ce n'est pas un secret. Il y a eu l'audience publique où il n'a pas participé à la prison d'Ndolo, et ça c'est connu, donc ce n'est pas un secret. Ça a été dit publiquement, donc et surtout que ça a déjà été certifié par d'autres médecins. Donc ce n'est pas un hasard, ce n'est pas des racontars, c'est une situation vraie, elle est faite par les deux mêmes. Raison pour laquelle il y a 2 éléments. Le premier, c'est qu'on puisse les permettre d'être évacués à l'extérieur pour bénéficier des soins appropriés. Ici, il n'y a pas de médecins compétents, il n'y a pas de formation médicale crédible. Non, il y en a, mais il y a des réalités. Il y a quelques examens spécifiques. Vous savez, quand quelqu'un tombe malade et il est dans une unité hospitalière, il y a ce qu'on appelle des infections nosocomiales, des infections qui surviennent pendant l'hospitalisation et qui doivent être prises en charge correctement. Vous avez, je sens, vous avez des connaissances dans le domaine de la médecine approfondies, là. Ou bien c'est ce qui est dans le rapport? Bon, nous avons quand même une connaissance dans ce sens-là. Vous finirez par découvrir ce que nous avons été dans les temps. Et donc, son état de santé, que ce soit des paramètres vitaux pour entrer dans le domaine médical ou des signes vitaux, puisqu'il y a une différence entre les deux, les deux là ne sont pas stables. Alors, raison pour laquelle nous avons sollicité cela, mais nous espérons et nous sommes convaincus que le président de la République et ceux qui sont impliqués dans ces dossiers peuvent l'aider à pouvoir bénéficier de cela, comme ça a déjà été le cas pour d'autres. Vous vous rappelez, Fabien, vous m'avez déjà reçu, je crois, vous, sur ce plateau, où nous avons plaidé pour d'autres cas. Et heureusement que le président de la République avait prêté oreille, et félicitations à votre média, pour que ces gens aussi puissent être évacués. Donc, pour nous, comme acteurs de la société civile, dans le traitement de l'égalité, de l'éthique et de l'équité, il n'y a aucune raison de ne pas lui permettre aussi de bénéficier de cela.
Mais ce qui est grave maintenant, c'est que nous dénonçons présentement, c'est que nous avons appris, ce n'est pas aussi un secret, que le ministère public cherche à organiser une chambre foraine à l'endroit de Salomon Idi Kalonda. Donc, comme gardien des valeurs citoyennes, nous avons réfléchi, nous avons dit, on ne peut pas permettre à ce que la République puisse avoir une honte dans une situation pareille. Il faut éviter à la République la honte. Quelqu'un qui est malade, où il y a une instabilité et des signes vitaux et des paramètres vitaux par rapport à son état de santé. Et qu'on amène une chambre foraine dans une institution hospitalière où quelqu'un est sous bonbonne ou quelqu'un est sous respirateur. Donc, des conséquences majeures. Lui, il est déjà sous respirateur. Oui, bien sûr, puisque quand on doit réanimer quelqu'un, quand il est dans une situation, un risque d'accident vasculaire cérébral, il faut veiller effectivement pour que le cerveau puisse être bien alimenté en oxygène et que ça ne puisse pas créer cette insuffisance-là. Et au risque même de créer une fracture parce que la conséquence va être celle-là au niveau même du cœur également. Donc, il faut qu'on puisse maintenir la circulation sanguine avec de l'oxygène. Vous êtes un médecin qui a quitté qui a jeté sa blouse, comment on appelle ou ses bistouris. Oui, la blouse médicale, bien sûr. Oui, oui. Bon, alors je l'ai porté pendant autant d'années pour dire vrai, ça vous ne savez pas. Bon, et donc... Comment vous abandonnez, excusez-moi cette digression pertinente, vous abandonnez un métier aussi noble pour vous lancer dans l'activisme? Bon, j'ai trouvé que les droits de l'homme étaient encore plus larges que rester là, parce que là, c'était la mécanique. Vous venez avec le stéthoscope, vous devez... Donc, c'est un seul endroit, un seul domaine, il n'y a pas d'ouverture des champs. Donc, j'ai quitté ce domaine au droit et aux questions électorales, enfin. Et donc, voilà un peu ce qui fait que ça va avoir un effet négatif parce que, permettez que je puisse le dire, l'état de santé ou la définition de la bonne santé n'est pas seulement un état physique, c'est aussi un état psychique, mental et social. C'est ça la définition élargie pour le moment de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, ça va influer encore négativement sur la psychologie de la personne qui est malade. Vous imaginez un malade voir débarquer des officiers, et pas n'importe quels officiers, de la justice militaire. Ça fait peur, même vous et moi, quand on est devant la justice militaire, il y a une frousse, et donc ça va le mettre dans une situation inconfortable, au risque même de paniquer encore de plus, ce qui va affecter non seulement son état physique qui est déjà affecté, mais son état psychique et psychologique. Donc, ça va faire dégringoler de plus en plus son état de santé. Et donc, sur le plan humain, ce n'est pas approprié. Mais l'autre conséquence également, c'est que d'autres malades qui sont dans cet hôpital, il est, à mon avis, malsain, il est indécent que d'autres malades qui ne sont pas concernés puissent subir des conséquences, je ne veux pas dire collatérales par rapport à la présence de Salomon dans cette unité sanitaire, mais vivre des conséquences qui vont les perturber, et ça va perturber même l'administration sanitaire de ces jours parce que c'est le tribunal qui va, la cour qui va débarquer là-bas, et donc la chambre foraine, à mon avis, et comme gardien des valeurs humaines, des valeurs citoyennes, ce serait vraiment une honte pour la République. Et la conséquence va être laquelle? Des conséquences majeures. Ça va donner l'impression à l'opinion qu'il y a un acharnement réel contre la personne de Salomon Kalonda. C'est ce que nous ne voulons pas. Il faut qu'on laisse les procès se dérouler normalement, que les procès soient équitables et qu'on donne à la personne l'occasion de se défendre, surtout que les griefs mis à sa charge sont des griefs gravissimes, si je peux me le permettre ainsi, où on parle de la trahison, on parle de l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir, on parle de, je crois, divulgation des secrets militaires. Donc, vous voyez que ce sont des infractions d'une gravité extrême où il faut que la personne puisse se défendre en état en bonne santé. Et donc, la première interprétation va être celle-là. La deuxième interprétation, on risque de croire qu'il y a un complot contre la personne de Salomon Idi Kalonda Dela, parce qu'on ne peut pas se comprendre comment quelqu'un qui est entre les mains de la justice militaire, puisqu'il est entre les mains de la justice militaire pour le moment, et qu'on cherche à organiser une chambre foraine au moment où il est malade et il est entre les mains de la justice. Donc, ça devient quand même un problème difficile à comprendre. Pourquoi nécessairement l'évacuer alors que nous avons des médecins très compétents dont on parle sur le plan de l'expertise, le savoir-faire en Afrique australe, ils sont nombreux, arriver à Maputo, qu'il soit dans la capitale ou dans les provinces, Namibie, donc toute l'Afrique australe pratiquement et l'Afrique du Sud. Alors vous allez l'évacuer
où vous demandez son évacuation alors que nous avons beaucoup d'hôpitaux ici, des hôpitaux modernes. Bien sûr, moi je suis fier de nos institutions sanitaires. Je viens de vous dire que moi j'ai porté la blouse médicale pendant autant d'années, donc je dois avoir confiance, mais il se fait qu'il y a d'autres examens, il y a la complémentarité dans le traitement ou dans l'administration des soins. Il y a d'autres examens, d'autres analyses qu'on peut faire, ou peut-être la RDC, où nous n'avons pas encore atteint un certain niveau de pouvoir accéder à une technologie appropriée par rapport à tel cas ou telle situation. Par exemple, cette affaire de prévenir un accident vasculaire cérébral, il y a des chirurgies qu'on doit faire, peut-être qu'il faut faire certaines choses par laser. Nous n'avons pas encore cette compétence ici dans notre pays. Il y a des analyses qu'il faut faire en termes de microscopie approfondie. Nous n'avons pas ces analyses, nous n'avons pas cette possibilité de les faire. Or, il faut faire un bilan complet de tous les corps. Et donc, ce qui fait qu'il est important qu'on puisse lui permettre d'accéder là où il peut être en mesure de se faire soigner et de faire un bilan complet sur tous les aspects à l'extérieur du pays. Et il ne sera pas le premier. Nous avons déjà vu des cas pareils où... Et même les médecins eux-mêmes recommandent. Donc, il ne s'agit pas d'un besoin pour le plaisir de le faire, mais il s'agit également de la recommandation de ces médecins traitants qui pensent qu'il faut effectivement qu'ils puissent être évacués à l'extérieur, puisque ce sont eux qui savent les bilans, ce sont eux qui savent à quel point ils peuvent se limiter, ce sont eux qui savent à quel niveau on peut faire recours à l'extérieur du pays. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous plaidons pour les cas de ces compatriotes, pour qu'ils puissent non seulement être évacués à l'extérieur du pays, mais également que la justice militaire nous évite cette honte qui va rester une tache noire où on va voir les justices militaires débarquer dans un hôpital pour une chambre foraine alors que les prévenus entre les mains de la justice. Mais ils peuvent être en civil, non? Ils peuvent s'habiller en Non, civil. les caractères ne seront plus les mêmes. Être en civil, ils ne sont pas dans les services de renseignement, donc ils doivent être dans la composition complète et ils doivent être vus et apparaître comme ça doit se faire. Bon, ben ici, on cherche une pièce loin des malades, tout ça. Vous l'avez dit, psychologiquement, ça peut... altérer. Ça peut avoir des conséquences sur le prévenu et également ceux qu'il a trouvés dans l'hôpital et le personnel soignant et les malades eux-mêmes. Merci Dieudonné Mouchagaloussa d'être venu et d'avoir partagé avec nous autour de votre plaidoyer. Excellente journée et bonne chance si vous êtes écouté et que la décision de la Chambre foraine est annulée. Je crois que ce sera un pari gagné. Bonne journée. Merci beaucoup Fabien, je vous remercie pour m'avoir reçu gratuitement sur votre chaîne. Merci beaucoup. Dans quelques instants, le deuxième invité sur ce plateau. Nous allons maintenant aller dans le domaine des élections, surtout avec l'apport. L'apport, comment impliquer les jeunes dans les instances décisionnelles. L'opportunité est là, les élections. Est-ce qu'ils sont là? Oui, ils ont concouru en nombre important. Quelle stratégie pour pouvoir convaincre ceux qui vont les élire? On va en parler tout de suite.